Notre invitée aujourd'hui est une femme de lettres, écrivaine, universitaire. Son monde, c'est donc la littérature, l'enseignement, l'écriture. Mais avant de gagner cette rive, le chemin a été plutôt sinueux. Ce destin l'a un peu forcé, avec une audace et même un petit côté rebelle qui lui vient peut-être de ses grands-parents qui l'ont élevée en pays sérère au sud-ouest du Sénégal. Son grand-père, par exemple, l'emmenait pêcher avec lui et rabrouait tous ceux qui osaient lui dire que la place d'une fille était plus à la cuisine qu'à la pêche. Rebelle aussi parce que l'école, elle a voulu y aller, envers et contre tous. Il lui arrivait même de piquer des livres dans la salle des profs. Les livres, aujourd'hui, en plus de les lire, elle les écrit. Il lui est aussi arrivé, je crois, de penser au journalisme. Tiens, journaliste, quelle enquête aurait-elle menée? Quel reportage aurait-elle tourné? Quelles questions aurait-elle posé à celle qu'elle est devenue? Eh bien justement, on va lui demander tout cela. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Fatou Diom. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournon au Sénat. Si vous aviez eu Fatou Diom en face de vous, quelles questions lui auriez-vous posées? Je lui dirais comment elle fait pour être aussi cinglée. C'est ce que vous pensez de vous? Oui, parfois, oui. Alors comment faites-vous pour être aussi cinglée? Je vous la pose cette question alors. Je ne sais pas, j'ai toujours rendez-vous avec une gamine qui reste à moi, qui a 13 ans. Et c'est elle qui est plus libre, qui a le cran que l'adulte n'a pas. Et je disais juste, vous avez voulu être journaliste? Ça a fait partie de vos projets? Oui, mon grand rêve, depuis l'école primaire d'ailleurs, c'était être journaliste ou institut. Je voulais enseigner le français comme mon instituteur que j'admirais. Et je voulais aussi être journaliste parce que je résumais ça. Je veux raconter la vie des femmes et puis les enfants qu'on maltraite. Donc c'était ça mon obsession. Parce que je ne savais même pas encore à l'époque qu'il y avait plusieurs sortes de journalisme. Et puis j'ai quand même pu assouvir un petit peu ma passion parce que j'ai été faire un petit reportage pour Arte à Damak, au Népal. Et puis alors finalement vous avez donc choisi d'écrire des livres. Je vais quand même citer quelques-uns de vos ouvrages pour les gens qui nous écoutent. La préférence nationale, c'était le premier en 2001. Le ventre de l'Atlantique en 2003. Énorme succès. Celle qui attendent en 2010. De quoi aimer vivre en 2021. Et puis cet essai, Marianne face aux faussaires en 2022. Si on avait dit justement à cette jeune ado de 13 ans qui se met à écrire, plus tard, tu seras écrivain. Est-ce qu'elle y aurait cru ou pas? Non, parce que toutes les personnes qui m'ont prédit cela, j'ai toujours rigolé et je n'ai jamais pu le croire. J'avais rencontré Seydou Badjan qui a écrit Sous l'orage, écrivain malien quand j'étais au Sénégal. Et puis comme il avait lu certains textes de poèmes, il me disait « Oh, toi, tu vas être écrivain ?» Je dis « Ouais, c'est ça. » Donc, et puis quand j'étais à Strasbourg aussi, j'écrivais toujours. Puis quand j'en avais trop, je les détruisais pour écrire autre chose. Donc les amis me disaient toujours « Pourquoi tu ne fais pas publier ?» Je n'y croyais absolument pas. Je suis publiée par hasard, c'était un pari avec un ami et j'ai montré le texte. Et est-ce que c'est aussi parce que écrivain, c'était pas un métier dans l'île dans laquelle vous viviez? C'était d'ailleurs pas tellement l'écriture, la tradition, c'était plutôt une tradition orale. Donc j'imagine que c'était difficile à envisager. Oui, même maintenant, ça n'est pas un métier pour moi. C'est un mode de vie. C'est ma manière d'arranger le petit chaos intérieur que je peux ressentir parfois. C'est ma manière de poser des questions, d'essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Mais je ne me sens pas du tout professionnel écrivain. C'est quelque chose que je fais. Mais même si j'enseignais, si je faisais autre chose, j'écrirais quand même, c'est un besoin dans ma vie. C'est quoi, c'est une seconde nature? C'est une nécessité? Vous savez, quand j'ai commencé à écrire, j'étais au village et je ne savais pas du tout que ça pouvait être un métier déjà. Pour moi, le nom d'un écrivain, c'était les noms qu'il y avait à la fin des poèmes qu'on récitait, et c'était forcément un auteur mort. Donc c'était des anciens, des antiquités. Ouais. On récitait leurs textes et c'était inatteignable, c'était pas du tout dans mon univers. J'écrivais juste parce que j'aimais ça. Et quand je suis partie en ville pour le collège, là j'ai commencé à écrire beaucoup plus fréquemment, de manière plus soutenue. Et plus je lisais, plus j'écrivais, plus je lisais. Mais juste parce que ça me plaisait. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle écrivait, cette petite fille? Pas un journal intime, c'était des énormités que je n'osais pas dire parfois devant les adultes, des questions que je n'osais pas poser parfois aux adultes non plus, et puis des critiques parfois, des choses qui me semblaient révoltantes parfois, et je ne savais pas comment ni pourquoi, mais il y avait un sentiment diffus de quelque chose que je ne veux pas ou que je ne comprends pas. Et là, j'écrivais tout le temps comme un entretien, un dialogue. Alors, on va revenir sur votre parcours parce qu'il est absolument incroyable. Peut-être d'abord les conditions de votre naissance, puisque ça a quand même été déterminant pour la suite. Vous êtes né hors mariage d'un amour d'adolescent et vous avez été considéré comme un enfant du péché. Oui. On vous appelait même la bâtarde. Exactement. Ça a été une première expérience du rejet dans votre pays?
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont absolument incultes, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que l'amour. Donc moi, je suis la fille d'un amour total, libre, volontaire, décidé. Pas de dot, pas de mariage forcé, qui dit mieux. Je suis la fille d'un amour total. Et donc, j'ai toujours été libre. Mes grands-parents m'ont accueilli, m'ont accepté, m'ont respecté. Et grâce à eux, j'avais toujours la tête haute. Donc, quand les gens m'insultaient, eux, ils m'avaient raconté toutes les histoires secrètes de ce village. Donc, ma bouche, c'était ma mitraillette. Oui, parce que la tradition aurait même voulu qu'on vous étouffe à la naissance. Ils faisaient ça dans le passé. Ouais. Il y a plein de contes qui parlent de ça. Ouais. Il y a même un conte qui parle des dauphins qui récupèrent et adoptent des enfants dont personne ne veut. Et dans la tradition, ce conte-là revenait tout le temps, tout le temps. Et vous savez, la mythologie a toujours quelque chose à voir avec l'histoire réelle des peuples. Et c'est un peuple marin. Donc, on disait les dauphins adoptaient les enfants dont nul ne voulait, mais on disait que l'enfant est mort-né. Donc l'enfant est mort-né, mais il n'y a qu'une matrone qui l'a vu et sa maman qui est coupable de l'avoir eu. Donc finalement, ce n'était pas crédible. Et comme j'ai été élevée par des grands-parents, ils m'ont raconté tout ça. Oui, parce que ce n'est pas des dauphins qui vous récupèrent, c'est votre grand-mère qui va décider de vous faire vivre et qui va même vous allaiter. Oui. Quant à votre mère, celle que vous appelez l'autre dame, vous allez avoir une relation de grande sœur avec elle. Finalement, vous allez être plus indépendante qu'elle. Oui, oui, parce que moi j'ai lu Simone de Beauvoir, elle non. Moi, j'étais à l'école, j'étais à la fac, elle non. Du coup, quand j'ai eu, on va dire autour de 20, 23 ans, quand moi-même j'ai eu mes histoires d'amour, j'ai mieux compris cette femme. Et donc, elle est devenue un peu ma sœur. Mais j'étais presque dans le rôle de la grande sœur protectrice parce que j'avais le culot qu'elle n'avait pas. Mais tout simplement parce que je connaissais mes droits encore mieux qu'elle. Et là, avec la société traditionnelle qu'elle acceptait, moi, j'étais déjà sortie de là. Vous avez parlé de mon grand-père. Donc, quand les gens disaient la fille ne va pas à la pêche, je disais pourquoi une fille n'irait-elle pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson? Parce que votre mère, est-ce qu'elle est un peu aussi à l'origine de ce féminisme, de cette soif d'indépendance que vous avez? Est-ce qu'elle est l'exemple type de la femme que vous n'auriez pas voulu être? Exactement. J'écris pour dire et faire tout ce que ma mère n'aurait pas osé dire et faire. Donc, elle est mon portrait à contrario. Il me suffisait de la regarder pour me dire, je ne veux pas vivre comme ça, donc je ne veux pas rester là comme elle. Et ma grand-mère, c'est ça qui est paradoxal, parce que les anciens étaient beaucoup plus ouverts, plus libres, plus déterminés, qui me poussaient tout le temps, vas-y. Et les deux là, mes anges gardiens, que je les appelle, ce sont mes grands-parents maternels, ils avaient peur de mourir avant mes 20 ans. Donc, ils m'éduquaient, mais une espèce d'intensité dans l'éducation. Il fallait être autonome avant leur départ. Puis finalement, j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère jusqu'à 42 ans et mon grand-père, il est parti quand j'avais 33 ans. Et ce grand-père, il est peut-être aussi à l'origine de votre féminisme. Je le disais en introduction et vous l'avez un peu dit. C'est lui qui disait à tout le monde, si, je l'emmène pêcher avec moi. Oui. C'est pas forcément la place d'une fille à la cuisine. Elle peut aussi être à la pêche. Oui, parce que lui, il était encore attaché aux traditions sérères, Guelwaar en pays Nyominka. Et il disait toujours chez nous, quand on dit le prénom d'un homme, on ajoute le prénom de sa mère. Parce que chez nous, ce sont des lignées matrilinéaires. Donc, comme cet homme a un respect, une adoration pour sa propre mère, pour lui, une fille, ce n'est pas moins qu'un garçon, comme les religions le supposent. Pour lui, une femme, c'est l'origine de la lignée. Une fille, quand une fille naissait dans nos familles, on faisait une célébration plus importante que pour les garçons. Les messieurs. C'est rare, c'est rare. Donc voilà, on célébrait les filles. Dans votre force, dans votre histoire, il y a eu aussi cette envie irrépressible d'aller à l'école et d'apprendre le français. Je crois que vous alliez à l'école en cachette à un moment donné et que c'est un instituteur qui va convaincre votre grand-mère qu'il faut absolument que vous y alliez. Ce qui m'amène à vous parler de cette figure de l'enseignant. Elle a été importante aussi dans votre parcours? Oui, même maintenant, quand j'écris, j'ai toujours ce besoin de faire une espèce d'incartade pour rendre hommage au professeur. Ce n'est pas du tout de la flagornerie, c'est juste que parfois j'ai encore des peurs rétrospectives à l'idée d'être analphabète. Et donc quand j'écris, de temps en temps, même maintenant, il m'arrive de m'arrêter et de me dire « Waouh, j'arrive à écrire ça et ça ». Les professeurs, c'était les magiciens. Donc l'école primaire était en face de la maison de mes grands-parents. Et j'avais mes copines qui partaient à l'école, qui chantaient à la Clairefontaine, Frère Jacques, tout ça. Donc je savais chanter tout ça sans savoir ce que je racontais. Et je pouvais compter jusqu'à 100 sans pouvoir parler français comme ceux qui étaient à l'école. Alors j'ai voulu les suivre. Et comme je n'étais pas inscrite, l'instituteur me renvoyait. Quand il rentrait, je revenais, il me renvoyait de nouveau. Après, il vient se plaindre chez ma grand-mère. Et je continue quand même. Et le jardin de ma grand-mère était derrière l'école.
Donc, quand je l'accompagnais, dès qu'elle s'occupait de ces légumes-là, je m'échappais, je prenais mon ardoise cassée, une craie, et puis je repartais. Et vous avez des anecdotes incroyables avec ces enseignants. C'est un instituteur qui vous fait découvrir le sens de votre nom de famille, Diom, qui veut dire dignité. Et vous dites, c'est à ce moment-là que vous avez même retrouvé votre dignité, vous, la bâtarde. Oui, comme ils disent. Et oui, mademoiselle Dignité, quand on est né hors mariage dans un village musulman. Donc, ou vous devenez libre, ou vous devenez le larbin ou de service, quoi. Et cet enseignant me voyait me battre. Donc, évidemment, vu l'éducation que j'ai avec mon grand-père marin qui tient tête au soleil. Donc, à la récréation, c'était les coups de poing, je vous dis. Et donc, l'enseignant, il venait toujours me prendre par la main. Il me disait, mais arrête de te battre. Étudie. Tu te débrouilles bien, donc avec un peu d'effort, tu sortiras de ce panier de crabes. Ton nom, ça veut dire dignité et porte le bien au lieu de se battre. Et à l'adolescence, vous allez quitter vos grands-parents, vous allez faire vos études à travers plusieurs villes du Sénégal. Et vos études, vous allez les financer en faisant des petits boulots. Et j'ai lu notamment que vous aviez été servante. C'est ce mot que j'ai lu, c'est le mot juste, servante. Bonne à tout faire. Bonne à tout faire. Les gens aiment les euphémismes. Une bonne à tout faire, c'est une domestique. Elle lave la vaisselle, elle fait Qu'est-ce que la vous retirez de cette expérience une espèce de regard un peu sur l'ironie de l'existence. Elle peut être dure, elle peut être belle. L'endurance aussi, la patience. Donc la persévérance, pour moi, c'est une vertu. Quand on est persévérant, on peut traverser les bras de mer et débouler sur l'océan. Ça, c'est mon grand-père qui disait. Et quand la houle cogne la barque, il y a une chose à faire, c'est se mettre en action. Et donc moi, je voulais aller à l'école chez mes grands-parents. Je ne manquais de rien. Par contre, dans la vie paysanne, c'est la liquidité financière qui fait problème. Et donc, pendant les vacances d'été, j'allais toujours en ville pour gagner 2-3 mois de salaire. Et donc, à la rentrée, ça me permettait de payer mon inscription, mes fournitures et puis un peu d'argent de poche. À 22 ans, vous tombez amoureuse d'un Français que vous Un Français tombe amoureux de moi. Oui, voilà, le Français tombe amoureux de vous. En tout cas, c'est vous qui décidez de le suivre à Strasbourg. Et là aussi, vous allez faire l'expérience à nouveau du rejet, mais cette fois du rejet non pas de votre belle famille, je sais que vous n'aimez pas l'expression belle famille, parce qu'elle n'était pas belle, moche famille, mais en tout cas de la famille de votre mari. Là aussi, une expérience douloureuse. Je suis une pinailleuse, le français est très précis. Je ne l'ai pas suivi. Nous avons décidé d'un commun accord de partir et de mettre notre domicile conjugal à Strasbourg. Il y est né. Donc, et je dis toujours, je ne suis pas une immigrée parce que quand une Parisienne se marie avec un Berlinois ou un Canadien, et puis elle fait ses valises et puis elle part, elle rejoint son domicile conjugal. C'est valable aussi pour les filles du tiers-monde. Donc, j'ai juste rejoint mon domicile conjugal parce que le garçon, il était vraiment déterminé. Et il a traversé l'Atlantique et encore et encore et encore. Il est resté en Afrique et puis... Donc, quand on vous dit qu'on vous aime avec cette détermination-là, si vous n'êtes pas né pour la haine, à un moment donné, vous fondez. Et puis, il avait, comme je le dis, toujours les plus beaux yeux de France. Et on vous a dit aussi qu'on ne vous aimait pas. En tout cas, cette famille vous a dit qu'elle ne vous aimait pas. Non, il voulait Blanche-Neige, et c'est pas moi. Donc, moi, je suis arrivée avec mon chocolat, et puis c'était une famille vraiment raciste. Et je n'ai pas peur des mots, c'était ça. Comment ça se manifeste? Ils ne veulent pas de noirs dans la famille, ils ne veulent pas de petits métis. Quand il y a un mariage, on invite tout le monde, mais il ne faut pas venir avec la sénégalaise. Quand il y a des fêtes, tu viens, monsieur, mais tu laisses la bamboula derrière. Donc, voilà. Et ce n'est pas grave, j'ai étudié autre chose, j'ai appris autre chose, j'ai découvert une partie de la nature humaine et je l'ai plaint et je continue à penser que c'était un homme bien. Parce que sinon, je ne l'aurais pas épousé. Il était fantastique. On sent votre force. Mais fantastique. On sent votre force, mais est-ce que quand même vous diriez que vous avez été victime de racisme ou le mot victime vous dérange? J'ai subi du racisme et je ne suis pas victime parce que je ne me suis pas couchée pour l'admettre. Donc, quand vous vous défendez, vous n'êtes pas dans le profil de la victime. Moi, on me rejette, je me retourne, je regarde ma vie, je l'assume. Le monsieur, il s'est barré, j'ai fait femme de ménage en Alsace pendant 8 ans. Donc, quand vous faites femme de ménage, vous ne le faites pas pour courber l'échine. Vous faites vos ménages pour ne rien demander à personne. Vous gagnez votre salaire. J'insiste sur le mot victime parce que pour moi aussi, les mots sont importants. Et je sais que c'est un mot qui vous dérange puisque c'est aussi ce côté victimaire dans les mouvements antiracistes qui vous dérange. C'est qu'il se pose en victime. La Boétie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Donc nous sommes nés avec un sentiment de liberté que nous pouvons défendre. Le sentiment de victime, on peut aussi grandir avec. Ça dépend comment on a été éduqué. Vous savez, ces mouvements, je les comprends. Mais je comprends aussi la chance que j'ai eue d'avoir les grands-parents qui m'ont élevé, qui étaient vraiment... Mon grand-père était un homme droit, comme ça. Et en fait, c'est mon modèle d'homme, c'est mon premier capitaine.
mais au sens large du terme. C'est un exemple. Mon grand-père, il m'en voudrait si je m'écroulais là en disant oui, Cupidon s'est barré, je ne sais pas quoi faire, et puis je pleurniche, et puis la France entière me déteste. Il n'aimait pas les jérémiades, votre grand-père. Non, Sur le il n'aimait bateau, pas quand ça. vous vous plaigniez de la chaleur, il vous disait tu crois que tes pleurs vont nous ramener plus vite au village? Allez, rame. Voilà, rame, et puis plus vite tu rames, plus vite on arrive au village. Et c'est que quand mon ex-mari s'est barré, pardon, hein, c'est un peu le cœur qui parle. Vous aimez les mots, vous avez On le droit devient de- moins littéraire dès que c'est émotionnel. Donc quand il est parti, mon grand-père m'a dit tout simplement, si tu es capable de lutter là-bas, garder ta dignité, tu veux continuer tes études, vas-y. Maintenant, si tu dois te comporter là-bas d'une manière que je n'aurais pas pu admettre ici au Sénégal, tu fais tes bagages, tu rentres à la maison, on ne manque pas de quoi te nourrir, et puis à la maison, et tu sais où dormir. Donc tu décides. Alors j'ai décidé de poursuivre mes études parce qu'il me disait, où que tu sois, il faudra te battre. Si j'étais rentré au Sénégal, il aurait aussi fallu continuer mes études, me battre pour cela. Donc, La c'est ce tête que j'ai haute, fait. c'est ce qu'on entend chez vous. Tout de même, ces mouvements antiracistes qui, eux, parlent de rejet et ces mots qui reviennent, hein, homme blanc, blanchité, blanc et non blanc, racisé. Vous qui aimez à ce point les mots, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous inspire de les entendre comme ça? Qu'il y a un mépris hérité de l'histoire coloniale qui reste, et donc ça peut blesser les gens, je le comprends. Il y a les séquelles du colonialisme, ça peut blesser les gens, je les comprends, ils se révoltent contre ça. Il y a le déséquilibre économique mondial aujourd'hui qui fait que les pays africains ne se sentent pas vraiment suffisamment respectés donc, dans le concert des nations. Je comprends toute cette révolte-là. Mais je ne comprends pas l'idée que quelqu'un puisse vivre sa vie pour être juste contre. Moi, je lutte pour. Je lutte pour un dialogue, je lutte pour une entente. On peut solder cette histoire coloniale, il faut en parler, on peut faire des débats dépassionnés, tout simplement mettre une dialectique de la compréhension de ce qui nous est arrivé ensemble et comment nous pouvons dépasser cela. Donc maintenant, si quelqu'un pense que parler de l'esclavage, de la colonisation, c'est une fonction ad vitam aeternam, eh bien, je suis désolée pour cette personne-là, parce que Martin Luther King nous disait eh bien, notre soif de liberté ne doit pas nous pousser à boire à la coupe de l'amertume et de la haine. Donc, je préfère écouter ces mots-là. Et à son époque, c'était encore plus dur en tant que noir, surtout en Amérique. Et lui, il a été capable de dire cela. Et je préfère les gens qui se réconcilient avec l'histoire, les gens qui avancent, les gens qui savent aussi que l'histoire humaine, et toute l'histoire humaine, je ne parle pas de noir et blanc, elle est faite de domination, libération, réconciliation. Vous êtes une spécialiste du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Est-ce que la France d'aujourd'hui tourne le dos à la France des Lumières, ou est-ce qu'elle ressemble à cette France que vous avez aimée, dont vous êtes même peut-être tombée amoureuse? Ah, la France ne tournera jamais le dos. L'esprit des Lumières, le Panthéon est là pour nous le rappeler. Et donc toutes les rues de France nous parlent de la lumière du XVIIIe. Et même le soleil de ce matin nous parle de la lumière. Donc ce sont des gens expressément qui décident, eux, de se détourner de la lumière pour rentrer dans les fourrés avec les loups. Ce sont eux les perdants. Moi, je pense que la France, en tant que telle, ne peut pas se départir de son héritage des Lumières. J'ai une photo à vous montrer. C'est une archive qui nous a été transmise par les Archives nationales, qui sont nos partenaires. Je vous la donne. Vous allez probablement reconnaître, mais je le dis pour les gens qui nous écoutent. Eh oui, on peut y voir Léopold Sédar Senghor avec André Malraux, donc deux hommes politiques d'envergure, deux hommes de lettres aussi. L'un a été premier président de la République du Sénégal, premier Africain à siéger à l'Académie française, l'autre ministre d'État, grand écrivain. On est là sur cette photo en avril 66, lors du premier festival mondial des arts nègres à Dakar. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, cette photo? Est-ce qu'elle symbolise un lien particulier quand même entre la France et le Sénégal? Que l'intelligence est sans frontières. Et que chaque fois que vous mettez deux personnes qui ont de la matière grise, un cœur propre, ils ont de belles choses à se dire et qui ne penseront même pas à leur couleur. Donc, parce que la matière grise, ben, je pense que ça a la même couleur dans votre tête comme dans la mienne. Ça, c'est sûr. Je pense. Hein. Et donc, ces deux-là ont des choses à partager, de la culture, de l'histoire, de la beauté du monde. Ils étaient passionnés par les arts tous les deux, par les civilisations, et ce sont surtout deux érudits qui sont là ensemble. Mais honnêtement, quand ils sont là à parler du destin de l'humanité, ils ont vraiment autre chose à faire que mesurer des taux de mélanine. Est-ce qu'elle fait rêver la France au Sénégal aujourd'hui? Est-ce que quand on est sénégalais, jeune sénégalais aujourd'hui, on a envie d'aller faire ses études en France ou pas? Ou c'est fini? Elle faisait plus rêver, en tout cas avant mon arrivée. Je ne veux vexer personne,
Mais après votre ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et puis les invitations à quitter le territoire français, donc il y a une certaine politique de l'immigration. Il y a eu une rupture au moment du mandat de Nicolas Sarkozy entre le Sénégal. D'après ce que j'ai vu en allant en Afrique, parce que je voyage beaucoup en Afrique, les gens étaient vexés du traitement qui était infligé aux étrangers ici, et notamment aux Africains. Donc j'alerte vraiment, il faut vraiment que l'on fasse attention, nos leaders ici, il faudrait qu'ils fassent attention à leur manière de parler des étrangers, d'une manière générale, aux politiques d'immigration. Tout cela a des répercussions en Afrique. Et en plus qu'on ne l'imagine. Les gens regardent la télé, lisent les journaux. Internet maintenant a aplati les frontières, donc les gens sont au courant. Donc évidemment, quand on entend certains discours sur les immigrés, les musulmans, les immigrés, mais vous perdez le goût, l'admiration, toute cette rêverie qui accompagnait le mot France commence à s'éroder. Et il faudrait faire attention à cela. Mais est-ce que d'autres sont en train de prendre la place de l'aura française? Je pense aux Chinois, je pense aux Russes aussi. Est-ce qu'on est en train de regarder ailleurs maintenant, sur tout le continent africain et peut-être en particulier au Sénégal? Je ne dis même pas que les autres sont en train de prendre la place de la France et tout. Non, ce sont les Africains qui s'autorisent à regarder ailleurs. Donc vous savez, si vous faites des déclarations d'amour à quelqu'un qui n'en a rien à faire, à moins d'être maso, vous changez de regard, vous cherchez ailleurs. L'Afrique n'a aucun intérêt à garder ses matières premières pour elle toute seule. En les vendant, elle peut se développer. Mais l'Europe doit arrêter de payer l'or du Sénégal, par exemple, au tarif fromage suisse. Il faut payer les matières premières au prix que ça mérite et on n'aura plus besoin de cette aide humanitaire qui nous humilie. On continue avec d'autres photos, si vous voulez bien, Fatou Diom. Alors j'en ai une autre. Celle-ci, vous le reconnaissez, j'imagine, hein, c'est Mohamed Mbougar Sarr, romancier sénégalais, prix Goncourt 2021, auteur de La plus secrète mémoire des hommes. Il est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à obtenir cette récompense. Et lorsqu'il a reçu ce prix, il a dit ceci: l'Académie Goncourt envoie un signal intéressant, important à tout l'espace francophone, notamment à l'Afrique. On renoue avec une tradition bien française d'accueil d'écrivains qui viennent de l'espace francophone. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec lui? Ça a été un symbole fort, ça a été vécu comme ça, là, pour le coup, au Sénégal? Je n'étais pas encore au Sénégal depuis que ça s'est passé. J'ai terminé mon livre. Je trouve que c'est toujours un signe d'ouverture qui est toujours encourageant quand une culture regarde vers d'autres cultures. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. Et en plus, c'est un jeune homme. Donc pour moi, c'est un encouragement à la fois pour les pays africains, pour les étudiants africains, mais aussi pour les étudiants ici en Europe, pour les étudiants français. Oui, c'est possible avec du travail, avec de la passion. C'est possible de rentrer dans des métiers d'art, dans la littérature et d'y trouver son chemin. Donc je pense que c'est positif. Et... La langue française a encore toujours bien sa place au Sénégal? Elle est bien écrite, bien parlée, ou elle disparaît? Elle a tendance à disparaître? Vous savez, les gens qui vous corrigent plus facilement, ce sont des Africains qui regardent... Parce que nous, on a un apprentissage livresque. Donc, il y a toutes ces règles grammaticales. Et puis, le français, c'est une langue très coquette, très élégante, avec ses subtilités comme ça. Et puis, il faut faire attention à tout ça. Quand on est étranger, qu'on a appris cette langue depuis l'extérieur, on fait attention. Donc, les aînés, par exemple, qui ont étudié à l'époque de Senghor, pour moi, c'est le meilleur français que j'entends. Ils sont incroyables avec la précision linguistique, stylistique. Le lexique n'est jamais choisi au hasard. Et je pense que cette langue, comme dit l'aîné Kateb Yassine, c'est notre butin de guerre. Donc sa manière d'arriver dans nos pays, c'était violent, certes, mais aujourd'hui, cette langue est devenue une des langues africaines. En tout cas pour moi, c'est une des langues africaines qui nous permet de communiquer entre nous. Quand je rencontre d'autres Africains de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, quand je ne parle pas leur langue, ni eux la mienne, on utilise le français. Donc pour moi, c'est une langue qui nous permet de dialoguer, de fraterniser aussi. L'Afrique a un tout petit peu modifié le français ou pas, avec des mélanges qui peuvent un peu, j'imagine, vous agacer, vous qui êtes une puriste de la langue française? Ah, mais on vous la modifie, cette langue, on met des épices, du piment rouge. Vous avez un exemple là? Ah oui, par exemple, les expressions, moi je suis obligée parfois d'en fabriquer. Donc si je vous dis ici, ça me fait chaud au cœur en France, ça renvoie une impression de bonheur. D'accord. Bon. Parce qu'il fait froid. Évidemment, en Alsace, avoir chaud au cœur, on peut penser à un chocolat chaud, pourquoi pas. Mais au Sénégal, si vous dites ça me fait chaud au cœur, ça veut dire que ça me met en colère. D'accord. Eh bien, parce qu'il fait très chaud chez nous. Donc, quelque chose qui est agréable pour nous, ça nous rafraîchit le cœur. Donc, du coup, moi, quand j'écris dans mes romans, pour envoyer une
telle expression, Ouais. je suis obligée d'en créer une pour qu'elle soit intelligible des deux côtés. Mais oui, Parce que, intéressant. voilà. Une autre photo, Ernest Hemingway, l'écrivain américain, auteur du livre Le vieil homme et la mer en Mon amoureux, 1952. il ne faut Vous pas savez le très bien pourquoi je vous le montre. C'est un auteur majeur pour vous. Vous avez dit un jour, il est mon grand-père intellectuel. Oui. Pourquoi? Parce que sa manière de regarder la condition humaine est précisément celle des pêcheurs. Puisque cette lutte face aux éléments, face à la nature, cette lutte pour son pain qui doit sortir des flots. Donc moi, j'ai lu Le vieil homme et la mer, j'étais au collège et j'ai eu l'impression de voir mon grand-père à chaque page. Et donc après, je l'ai ramené au village pour essayer de traduire. Parce que mon grand-père ne connaissait pas ce texte. Lui, il lisait l'arabe et des traductions en arabe aussi. Mais quand j'ai lu ce texte, je l'ai amené, on en a parlé, je lui en parlais. Le monsieur, il a fait ça, et la pirogue, et le gros espadon, il n'arrivait pas à le sortir. Donc voilà, on raconte. Et à chaque fois, j'avais l'impression que mon grand-père, le visage de mon grand-père, se superposait au personnage dans le livre. Ouais. Et c'est pour ça que je lui ai rendu hommage dans Le vieil homme sur la barque. Parce que lui, c'est le vieil homme et la mer. Et bien moi, j'ai vu le vieil homme, justement, qui était sur la barque. C'était mon grand-père. Et j'ai rendu hommage aux deux dans ce texte. Une dernière photo, Fatou Diom, est-ce que vous reconnaissez? Le Vox. Alors, c'est le Vox d'où? C'est à Strasbourg. C'est votre ville Ah ben, c'est pour d'accueil. ça, c'est mon C'est Vox la de ville de Strasbourg. Strasbourg. Vous avez dit un jour, les villes, ce sont des visages. Ce sont Oui. les gens qui nous accueillent et nous aident à nous sentir bien. Oui. Est-ce que les visages de Strasbourg vous ont aidé à vous sentir bien? Oui, dès que je pense Strasbourg, je vois des noms, des visages. Ouais. Mais une liste de personnes comme ça à chaque fois, parce que quand je rentre, enfin, après un voyage, quand je reviens, ce sont les visages-là qui me reviennent. Parce que je sais, ben, j'ai rendez-vous avec une telle copine, et puis tel grand frère, et j'ai des amis comme ça où je sais que quand je reviens, c'est comme quand on rentre dans sa famille, en quelque sorte. C'est ma famille européenne. Et j'ai la même chose en Allemagne aussi. Ma famille en France, elle est à Strasbourg, et puis à Paris, j'ai ma tata dans le 18e arrondissement. Donc je ne vous dis pas où, mais elle est là, donc je l'embrasse. Et puis à Cologne, j'ai mes amis allemands. Ouais. Et je sais que quand je pense l'Allemagne, je pense Cologne. Beaucoup de gens vont vous parler de Berlin parce que c'est immense, c'est comme Paris. Et bien moi, ma famille allemande, elle est à... Et vous pensez à des visages plus qu'à des monuments? Oui, et à une ville. voilà. Et pareil pour Bruxelles, pareil pour Zurich. Et partout en Europe, vous avez votre petite famille et des visages qui font cette ville. Une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Fatou Diom. Nous sommes entourés de 4 statues. Elles n'ont pas pu vous échapper. Elles sont belles, immenses. Mais elles représentent chacune une vertu. Vous avez derrière vous la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. À laquelle de ces vertus vous vous identifiez le plus? Laquelle vous parle le plus, peut-être? Sagesse, prudence, justice, éloquence. Je n'ai pas encore la sagesse. Peut-être qu'à mes 100 ans, ça viendra. Ou pas? Ouais. Une partie de la lâcheté vient de trop de prudence, donc je laisse à côté. Par contre, la justice donne envie d'avoir de l'éloquence pour défendre des idées. Et la justice permet d'être plus prudent, mais pour notre globalité humaine, pour nous préserver mutuellement. Et derrière moi, La sagesse. la sagesse viendra quand j'aurai les années de mon grand-père peut-être, ou de Yourcenar. Mais la justice, pour moi, c'est une ligne de mire. Et elles sont toutes liées, on l'aura bien compris. Oui. Merci infiniment Fatou Diom d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous sur Public Sénat. Merci Monde, un beaucoup. regard. Merci infiniment. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Je garde.